Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une pièce intitulée Judith. Avant tout, je dis bonjour au metteur en scène. Bonjour. Bonjour Cédric Lavie. Alors, cette pièce a été jouée l'année dernière et récemment au Centre Rachi, au mois de mai, n'est-ce pas Cédric? Exactement. Et alors, c'est vraiment une pièce qui est particulièrement touchante. Touchante car ce sujet qui traite du devoir de mémoire, puisque nous parlons de la période du retour de la Shoah, reste quand même particulièrement prégnante et touchante. Alors, Cédric Lavie, pourriez-vous nous parler un petit peu du sujet de la pièce? Oui, nous avons donc 5 amis qui se retrouvent depuis 15 ans, tous les ans, régulièrement, soirées pendant lesquelles ils alternent un coup chez l'un, un coup chez l'autre, et soirées pendant lesquelles ils vont jouer aux cartes, ils vont plaisanter, ils vont se taquiner. Mais ce soir, le soir de la représentation, nous avons Isaac, l'hôte, qui leur avoue qu'en fait, depuis 15 ans, il avait une obsession, c'était de retrouver le lien qui va les unir avec Judith, et il va les mettre face à leur passé, parce que aussi curieusement que ça puisse paraître, et depuis 15 ans ils se retrouvaient, mais ils n'évoquaient jamais leur passé au niveau de la Shoah, ils n'évoquaient jamais leurs souvenirs, leur drame, et pour la première fois ce soir, il va leur imposer d'évoquer ce passé. Et il va bien sûr retourner en eux tout ce qu'ils ont pu enfuir, et à travers cette soirée, on essaye d'évoquer des thèmes comme l'amitié, le pardon, la trahison. Ce sont des thèmes qui me sont chers et qui vont être exacerbés grâce à cette soirée où il va les confronter bien évidemment à leur passé mais aussi à leur présent. Et on découvre que ces personnages depuis 15 ans jouent quelque part la comédie parce qu'ils mettent tellement d'énergie à oublier, à enfouir ce passé, qu'ils se sont construits un autre caractère, et ce soir, pour la première fois, depuis 15 ans, ils vont à nouveau être eux-mêmes. C'est vraiment la mise à nu de 5 personnages qui vont pouvoir échanger, se dire les choses et se dévoiler à eux-mêmes, finalement. Alors, tout de suite, on va écouter un passage. Aide de Dieu à t'aider. Bon, et toi, ne commence pas à critiquer la religion. Bon, Pierre, lui, a le droit de douter de ne pas être juif. Ah oui, c'est vrai, il y a ta petite surprise. Tu penses que l'un d'entre nous est un traître? Cette déchirure qui ne s'est jamais refermée, mon point zéro. Dénoncez! Ma fille! Qui? J'ai Vous avez cru que j'allais m'en sortir? Il a assassiné toute nos familles! Si on n'a jamais évoqué le passé, c'est qu'on a tourné la page. Écoutez, emmenez ma famille et moi dans un train. Nous ne demandions qu'à être allemands. Mais vous étiez juifs! Des ennemis! Je suis innocent! Au moins qu'une fois, ce soit lui qui ait peur de nous! Je suis innocent! Alors, Cédric Lavie, dans cette pièce, il y a plusieurs symboles. Nous en avons plusieurs. Alors, comme je suis l'auteur, on s'amuse toujours quand on est auteur à mettre plein de petites choses auxquelles on a longuement réfléchi parfois, qui ne sont pas toujours perçues, mais peu importe. Mais dans celle-ci, nous avons bien évidemment l'affiche qui représente Judith, et cette Judith, bien que pas forcément présente sur scène, est omniprésente dans la pièce, et cette photo sera déterminante dans le cadre de la pièce. Donc ça, c'est un premier symbole assez finalement, j'ai envie de dire qu'il y a un aspect plutôt scénique, mais nous avons d'autres symboles dans le texte, tout comme un qui est omniprésent, c'est le pain. C'est le pain qui va être présent du début à la fin et qui va symboliser la vie, dans cette pièce. Nous avons également, par exemple, le Judith
est un nom qui n'a pas été choisi par hasard. Judith en hébreu veut dire la juive. Et nous allons avoir en alternance des personnages qui vont alterner la juive lorsqu'ils vont évoquer Judith, et Isaac, lui, va évoquer Judith, va citer Judith, et en fait, ils vont dire tous la même chose, sans le savoir. Donc ça, ce sont des petits symboles qui sont glissés tout au long de la pièce, encore une fois, qui me sont chers, encore une fois, je ne sais pas si le public, en tout cas, comme une pièce, c'est un spectacle en direct, vivant, ça défile, ça va vite, le public ne s'en rend pas forcément compte immédiatement. J'aime à croire que tous ces symboles dissimulés, glissés, permettent de créer l'ambiance. Nous avons un gynéco qui donne la vie et qui est finalement symbolise la vie au-dessus de tout, puisque c'est une des questions centrales de la pièce, c'est la vie, sa vie au-dessus de tout qu'Isaac va demander. Et j'ai envie de dire que la vie, qui est un pseudonyme pour moi, est aussi un symbole. Et j'apporte par ce pseudonyme la question essentielle de cette pièce. Et alors maintenant, vous allez essayer de nous camper vos personnages qui sont très forts dans leur présence. Nous allons parler de Moïse, de David. Allez-y, Cédric. J'ai presque envie de vous appeler Cédric Haïm. Voilà. Donc nous avons Isaac, le personnage principal, c'est un homme déterminé, fort, ça va être le chef d'orchestre de la soirée. On découvre par sa motivation, sa rage de découvrir certains secrets, de par toute sa motivation et son énergie, qu'il est un homme extrêmement fort mentalement. C'est celui qui va finalement leur avoir permis de survivre à tous dans les camps. Ils le respectent, ils le suivent, ils osent peu le contredire. Et bien évidemment, je précise, ces personnages ont quand même malgré tout tous un point commun, c'est qu'ils ont malgré tout une fragilité. Et ce personnage Isaac a, une fois qu'il a abouti ou une fois qu'il réussit à obtenir ce qu'il veut, on va voir qu'à la fin de la pièce, lui aussi se dévoile et lui aussi se laisse aller, s'abandonne et va montrer ses faiblesses, ses fragilités comme nous en avons tous. Mais c'est celui qui principalement va être le chef d'orchestre, va donner le tempo, va imposer à tous les sujets de la pièce, la réunion, et il va les confronter en premier à leur passé. Nous avons Moïse qui est un rabbin, qui était quelqu'un qui ne croyait pas avant la guerre et qui est devenu rabbin. Et c'est un rabbin un petit peu particulier puisque finalement, bien sûr, il y a l'ambiguïté de savoir si dans cette pièce, on ne sait pas si c'est un rabbin, j'ai envie de dire plein au sens complètement croyant, ou si c'est vraiment quelqu'un qui s'est réfugié là-dedans, dans la religion, mais je lui ai donné une couleur plus philosophique que rabbin. C'est celui qui va amener les sujets philosophiques aussi, qui va avoir une approche philosophique et pas seulement dans l'énergie et la vengeance, et qui va tenter de temporiser un petit peu le climat, qui va tenter d'amener ses amis à la réflexion. Et en même temps, bien évidemment, il aura aussi ces moments où il va craquer. Nous avons David qui, à contrario, lui est plutôt un dandy, qui est devenu particulièrement athée. C'est celui qui va, sous une forme d'élégance, être tout le temps dans la rébellion également, qui va provoquer ses amis, qui va leur répondre parfois assez durement. C'est celui finalement dont il y a une espèce de rage froide, et c'est celui qui a peut-être pas accepté du tout sa vie et qui a besoin aussi à sa façon, contrairement à Isaac qui le fait dans l'énergie, lui il va être beaucoup plus doux, mais il va avoir aussi cette rage en lui qui va exprimer ce soir. Nous avons Pierre qui a la particularité dans cette pièce d'être non-juif. Pierre aussi, on parlait tout à l'heure des symboles. Le fait qu'il y ait un non-juif, c'est rappeler, bien évidemment, bien sûr, que la Shoah, c'est des peuples juifs, mais malheureusement, j'ai envie de dire, elle a aussi concerné d'autres personnes. Et Pierre, il symbolise les non-juifs à lui tout seul, puisqu'il va aussi s'être retrouvé dans le même camp avec ses amis. Tout en précisant, Cédric Lavie, que
pierre non juive de la pièce est circoncis. Et circoncis par un curieux hasard de la vie, ça, il a aussi... Ça a son importance dans le retournement. C'est capital, mais en même temps, c'est aussi pour rappeler à quel point la vie est parfois absurde et bascule pour rien, pour pas grand-chose, pour un détail anodin. Il a été circoncis à l'âge de 6 ans parce qu'il a souffert d'une infection urinaire. Et alors que pour lui, ce détail douloureux de sa vie mais était oublié, ce détail va se rappeler à lui. C'est d'une part le symbole du fait que tout ce qu'on peut faire dans sa vie, c'est écrit, son passé est écrit et peut ressurgir à tout moment. Donc une vie, c'est une succession d'événements, mais chaque événement a une incidence sur la suite. Ça, c'est important. Et c'est rappeler également à quel point, bien sûr, l'absurdité de cette guerre et des théories qui ont été développées pendant cette période, mais c'est aussi au-delà de cela, l'absurdité, la fragilité de la vie et rappeler à quel point tout peut basculer en un instant sans qu'on ait pu voir venir des choses. Donc il faut rester humble devant les événements, il faut rester humble devant la vie en général et la prendre comme elle est et accepter que on maîtrise pas tout en réalité. Cédric Lavier, si vous nous parliez de Joseph, de Fritz et de Gruger. Joseph, c'est le gynéco, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui divorce de sa femme au début de la pièce, qui explique le pourquoi, qui est excédé de ce divorce. C'est celui qui va tenter d'amener une petite touche d'humour également au départ, de par sa mauvaise foi. Et en réalité, ils arrivent tous à cette soirée avec une boule au ventre. Ils sentent quelque chose et lui, il a aussi sa boule au ventre, il a aussi ses angoisses. Il traduit par son divorce avec sa femme qui se passe de façon assez douloureuse. Alors qu'en fait, il a une bonne raison d'avoir cette boule au ventre, mais on ne dévoilera rien. Il a une très bonne raison d'avoir une boule au ventre, comme l'ont tous, ils ont tous leurs bonnes raisons, mais différentes. Mais lui, il va vraiment l'exprimer dès le début de la pièce et il va être un petit peu de mauvaise foi, il va pas comprendre l'humour de ses amis qui se moquent un peu de lui parce que lui, évidemment, est persuadé qu'il a eu un comportement parfait, que sa femme est juste injuste avec lui. Et Gruger et Fritz. Alors, Fritz, c'est le personnage mystère, c'est celui qui va symboliser à lui seul l'armée allemande, c'est celui qui va symboliser l'ennemi, et c'est celui que l'on va tenter d'interroger, que l'on va tenter de faire expliquer le pourquoi du comment. Malheureusement, Fritz va pas toujours être à la hauteur et il va se réfugier, il va symboliser une ambiance générale, des excuses générales, une motivation générale qu'ont eu certaines personnes à cette époque, qui ont été dans le suivisme, peut-être, et qui ne se sont, et sous ce côté un petit peu, je me cache derrière, j'obéis aux ordres, j'obéis à la loi, ont parfois été des grands bourreaux. Il est à la fois, cette pièce, c'est un mélange des genres, puisque les bourreaux parfois deviennent victimes, les victimes deviennent bourreaux. La vie est complexe et les rôles parfois s'inversent. Et on a ce tourbillon, puisque ça va être en permanence cette inversion des rôles qui fait aussi cette pièce. Gruger est un personnage qui est évoqué, qui était lui le symbole de l'horreur, mais qui va vite être éliminé, j'ai envie de dire, et qui va à lui seul symboliser là pour le coup le pouvoir et l'horreur et l'horreur et la force de l'horreur. La force de l'horreur et la détermination, c'est-à-dire ce qui peut paraître surprenant parfois, et peut-être que c'est aussi pour cela que ça a été ainsi, c'est dans toute cette horreur, dans toute cette violence, dans toute cette monstruosité, eh bien on a le sentiment que ces personnages ne doutent pas et qu'il est normal d'être monstrueux. Et cette normalisation de la monstruosité que j'essaie d'évoquer, personnellement m'a toujours déstabilisé. Et si on laisse quelqu'un plus de un certain temps, j'aimerais dire pendant 24 heures, vous le laissez expliquer que c'est normal d'être monstrueux, eh bien tout le monde s'en convainc. Si personne ne lève le doigt pour dire mais attendez, c'est pas possible, eh bien finalement ce
qui est assez surprenant, c'est la normalisation de la monstruosité. Et alors, Cédric Lavie, dans tous ces personnages, dans tout ce groupe présent, il y a bien sûr un traître. C'est une pièce qui développe des sujets, que j'espère parfois philosophiques, mais évidemment, il y a une pièce premier degré qui est assumée, qui pour tenir le spectateur en haleine, il y a un suspense, un peu à la Cluedo, et en fait, Isaac va rechercher un traître, et c'est pour cela qu'il a réuni ses amis. Il espère qu'ils vont lui permettre de résoudre son énigme, et nous allons élaborer tout au long de la pièce les possibilités des uns et des autres d'être impliqués ou non dans ce que va leur reprocher Isaac. Bien évidemment, il y a ce Isaac il y a ce doute, est-ce qu'il est dans sa folie, est-ce qu'il se trompe, est-ce qu'il ses amis n'ont rien à voir, ou est-ce qu'il y a parmi ses amis une confrontation à faire et une possibilité de complicité. C'est toute la terreur de cette pièce, c'est que finalement ce sont 5 amis de par leur passé qui ont le lien le plus fort possible, qui ont survécu, qui se sont soutenus, qui se sont permis de revivre, de rester vivants, et nous avons malgré tout cette accusation terrible dont on comprend l'atrocité, et cette trahison, qui en est une ou pas, je laisserai le spectateur le déterminer, mais c'est cela, et c'est aussi ce double langage, puisqu'Isaac a le sentiment d'avoir une double trahison. D'une part, la première, qu'on va chercher à découvrir au cours de la pièce, et ces 15 années à rester amis sans s'avouer les choses. Et ça, il ne le comprend pas toujours, puisque c'est aussi ce qui va accentuer, expliquer la difficulté de parler de tous ces survivants après la Shoah, qui pendant longtemps n'osait pas s'exprimer, et Léa, sa difficulté à parler est symbolisée par ce fait-là. Mais évidemment, nous avons ce suspense où le groupe va commencer à se fissurer, puisqu'au début, il y a une certaine réticence et opposition à Isaac, et petit à petit, la nature humaine étant ce qu'elle est, ils vont tous commencer à s'accuser. À tort ou à raison, mais ils vont tous commencer à s'accuser, le groupe va se fissurer. C'est vraiment une tragédie à ce moment-là, puisque cette amitié si forte va se fissurer. Et alors, Cédric Lavie, j'ai presque envie de vous poser la dernière question. La fin que l'on pourrait écrire de deux manières. Eh bien, effectivement, la fin, au sens, l'envie de se nourrir, qui, encore une fois, je vais dire, est présente de par le pain aussi, comme je le disais tout au début de l'émission. Nous avons cette fin, et cette fin qui va parfois pousser dans les derniers retranchements ces hommes-là, et qui va les amener qui les a amenés pendant cette période terrible à accepter et à faire des choses que en temps normal ils n'auraient jamais imaginé de faire. Et nous avons une fin, alors je rassure un petit peu le spectateur, nous donnons une réponse aux questions qui sont, mais bien évidemment il y a aussi sans tout dévoiler, une porte ouverte. Il y a encore une petite chose sur laquelle on laisse le spectateur décider de ce qu'il veut comme fin, ce qui est en fait une façon pour le spectateur de juger ou pas la question. Moi, j'apporte des éléments, je n'apporte pas de jugement, et je laisse le spectateur juger les circonstances et se poser la question de comment elle aurait réagi. Est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce qu'on peut accuser, en vouloir à tous ces personnages qui n'ont pas toujours agi comme on aimerait que la morale soit lorsqu'on est posé chez soi, lorsqu'on a bien mangé? Là, ils se sont tous retrouvés dans des situations extrêmes. Ils ont agi avec des actions extrêmes, et qui vont parfois à l'encontre de ce que notre morale nous imposerait. Mais encore une fois, la situation extrême, peut-on juger ces hommes? Voilà. Et cette question, elle est ouverte sur la dernière scène, sur laquelle il y a une petite ambiguïté, et qui est juste là pour dire au spectateur, vous, qu'auriez-vous fait? Voilà. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas porter de jugement définitif sur les agissements de tous ces personnages qui se sont retrouvés dans des situations de survie, et qui ont, par réflexe parfois,
eu des comportements pour s'en sortir, qui sont ce qu'ils sont. Et est-ce que je peux les blâmer ou pas? Humblement, je n'en sais rien et je ne sais pas comment je me serais comporté dans des situations. Cédric Lavie, pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené à écrire cette pièce sur la Shoah? Alors je tenais déjà, c'est important, moi je ne suis personnellement pas concerné par la Shoah puisque je n'ai pas eu de famille déportée, que je suis séfarade et donc bien que forcément concerné mais moins impliqué, donc finalement j'ai pu avoir le recul suffisant pour en parler avec un peu, peut-être plus effectivement, donc plus de recul. Mais c'était aussi pour moi une façon de présenter le lien en 2 secondes qui unit ces personnages. Donc il y a un côté, j'ai envie de dire, scénique encore une fois, d'auteur, pour que dès qu'on les personnages rentrent, on sache ce qui les unit et ce qui va en même temps faire le choc de cette trahison pour laquelle ils sont accusés. Donc c'est ce lien, mais donc ça c'est un côté très primaire, très théâtral et j'ai envie de dire plutôt artistique pour faire comprendre. Mais il y a aussi bien sûr une raison plus historique. Et j'ai utilisé cela, mais j'aurais pu utiliser d'autres drames. J'ai pris celui-ci parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que nous sommes la génération qui allons devoir transmettre cette mémoire. Et pour la première fois, il y aura bientôt plus de témoins directs. Et cette passation de témoin sans témoin, elle est très importante, elle est capitale. C'est maintenant que tout va se jouer, j'ai envie de dire, puisque on va être confronté vraiment maintenant à ce devoir de mémoire. Il y aura plus ces témoins pour dire ils ont raison, ce qu'ils racontent, c'est vraiment arrivé. Et c'est une génération, évidemment, c'est pas, il faut pas oublier, pas sans avoir ce poids, c'est juste, c'est important de pas oublier. Pour moi, c'est important, c'est une expression que j'utilise, que l'histoire ne se conjugue pas au présent. Voilà, c'était pour cela que je voulais, parce que ça va vite et dans la pièce on a ces moments où on voit que la vie bascule vite et on sombre vite dans l'horreur, sans avoir compris, sans l'avoir vu venir. Et il y a malheureusement plein d'exemples dans ce monde moderne qui démontrent que ça concerne d'ailleurs les Juifs ou pas, que certains pays, certaines nations peuvent très vite basculer. Et ce qui peut paraître improbable, le fait que ça se recommence, en réalité, il faut jamais perdre conscience que ça peut recommencer en un instant. Et parfois même en pire encore, même si on a du mal à imaginer que ça puisse être pire. En effet, Cédric Lavie, et je crois qu'avec cette pièce, Judith, vous assurez votre travail de devoir de mémoire. Et si vous nous citiez vos 6 acteurs, Cédric Lavie? Bien sûr, nous avons Michel Albertini dans le rôle d'Isaac, Philippe Pierrat dans le rôle de Moïse, Nicolas Arouden dans le rôle de Joseph, Yves Penet dans le rôle de David, Laurence Sao dans le rôle de Pierre et Yann Oliver Schroeder dans le rôle de Fritz. 6 comédiens merveilleux avec chacun une grande expérience du théâtre, une grande expérience du cinéma. 6 comédiens qui ont tout donné dans cette pièce et qui sont formidables. Je précise, puisqu'on parlait des symboles, qu'aucun n'est juif, que c'était une volonté nette au moment où j'ai fait le casting, parce que je voulais pas que le public non juif vienne en pensant que c'est juste une pièce communautaire, parce que je voulais attirer bien évidemment des non-juifs à cette pièce pour que cette histoire et ce devoir de mémoire soient transmis de la façon la plus générale possible. Merci Cédric Lavie, et ensemble nous allons souhaiter à Judith longue vie. Je tiens à préciser que cette pièce, écrite et réalisée, mise en scène par Cédric Lavie, Judith, se produit depuis le 1er octobre 2017 au Théâtre du Gymnase. Je vous communique l'adresse, 38 boulevard Bonne Nouvelle, Paris 10e, le dimanche soir à 18h et le lundi soir à 19h30. Soyez prudents, les portes ouvrent une demi-heure avant. Je vous communique le numéro de téléphone du Théâtre du Gymnase, 01 42 46 79 79. Ensemble, nous allons dire les Haïm.
Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.